Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe de reptiles marins que vous avez certainement dû voir dans des livres, dans des magazines et même dans quelques documentaires, notamment celui de la BBC sur la Terre des dinosaures. Ce groupe de reptiles marins, ce sont les plésiosaures. Comme vous pouvez le constater, donc, il y a différentes formes de plésiosaures sur cette photo de couverture. Vous voyez, il y a une forme au long cou, il y a une forme au cou court avec une longue mâchoire. Et donc, qu'étaient-ils? Ces animaux étaient des reptiles diapsides et faisant partie du superordre des sauroptérygiens. Alors vous comprendrez justement qu'ils n'ont rien à voir avec les dinosaures, ce sont des sauroptérygiens. Les plésiosaures sont des diapsides sauroptérygiens, alors que les dinosaures sont diapsides archosauriens avec métatarsiens. Voilà, donc déjà on a une différence au niveau des termes. Vous pouvez voir sur ce petit cladogramme, très simplifié, et bien sûr non définitif, parce qu'on n'est pas certain de la position de plusieurs animaux, notamment celle des tortues. C'est pour ça que vous voyez justement la barre en pointillé. Donc les plésiosaures se trouvent de part et d'autre du groupe des dinosaures. Ils sont situés à côté du groupe des ichthyosaures. Les ichthyosaures, ce sont ces reptiles marins dont la forme évoque celle d'un poisson. Ils font partie justement de la classe des diapsides, tout comme les dinosaures et d'autres reptiles le sont. Alors, les plésiosaures sont certes des diapsides, mais des diapsides particuliers dans le sens où, au lieu d'avoir... Enfin, rappelons déjà ce que c'est un diapside. Un diapside, c'est un animal qui a deux paires de fosses temporales. Donc chez les euryapsides, terme qui n'est maintenant plus utilisé, mais qui était autrefois attribué au groupe des plésiosaures et des ichthyosaures, les euryapsides ont la particularité d'avoir une seule paire de fosses temporales parce que l'autre paire est venue à se boucher. Donc maintenant, le terme euryapside, il est démodé, on ne l'utilise plus. Les plésiosaures sont des diapsides qui ont justement connu une paire de fosses temporales qui s'est bouchée. Alors, quand ont vécu les plésiosaures? Les plésiosaures ont vécu durant la même époque que les dinosaures. Donc, ils ont émergé à la fin du Trias pour se répandre et régner dans les mers pendant le Jurassique et pendant tout le Crétacé jusqu'à la fin du Crétacé, au cours duquel ils disparurent lors de la 5e extinction massive, la crise Crétacé-Paléogène. Alors, les plésiosaures ne sont pas du tout les premiers reptiles marins, ils sont issus de formes plus anciennes, qui ont vécu un peu plus tôt, au Trias. Ce sont notamment les nothosaures et les pistosaures. Les nothosaures, c'était des reptiles pas complètement aquatiques, donc ils sont semi-aquatiques. Ils avaient des membres qui étaient encore adaptés à la locomotion terrestre. Donc par exemple, vous avez ici Nothosaurus. Les nothosaures ont vécu entre 240 et 210 millions d'années. Ils avaient un cou plutôt long, des pattes, comme je vous l'ai dit, adaptées encore à la locomotion terrestre, des pattes courtes, palmées, et une longue queue aplatie. Donc ils pouvaient marcher et ils nageaient en ondulant leur corps grâce à leur queue qui leur assurait un moyen de propulsion. Mais il y a encore un autre groupe de reptiles marins qui était encore plus apparenté aux plésiosaures, ce sont les pistosaures. Alors les pistosaures ont la particularité de posséder certaines caractéristiques des nothosaures et aussi des plésiosaures qui leur ont succédé par la suite. Les pistosaures ont notamment un long cou et une tête étroite, donc typique des plésiosaures, mais au niveau du palais et des épines dorsales, eh bien, il y a une similarité avec les nothosaures. Vous remarquerez aussi que les membres des pistosaures, on va dire, sont plus conventionnels, dans le sens où on voit vraiment l'humérus avec le radius, l'ulna, et les phalanges, alors que chez les plésiosaures qui leur ont succédé, eh bien, on voit une diminution de la taille du radius et de l'ulna, avec une multiplication du nombre de phalanges, ce qu'on appelle la polyphalangie. On remarque aussi une ossature beaucoup plus conséquente au niveau des ceintures pectorales et pelviennes, donc ce qui leur assurait vraiment un excellent moyen de propulsion dans l'eau. Les plésiosaures pratiquaient un type de nage qu'on appelle le vol subaquatique, qu'on retrouve chez les tortues, notamment chez les otaries et notamment aussi chez les manchots qui battent des ailes dans l'eau. Les plésiosaures, par contre, avaient deux paires de palettes natatoires et on suppose qu'ils battaient alternativement la paire de palettes natatoires antérieures et la paire de palettes natatoires postérieures pour avoir une locomotion sous-marine efficace. Quand ont été découverts les plésiosaures? Alors, les plésiosaures sont connus au début du 19e siècle,
donc dans les années 1820. Mais avant ces années-là, il y avait déjà les fossiles d'ichthyosaures qui étaient bien connus, qui avaient été découverts en 1811 par Mary Anning et son frère. Donc à l'époque, le fossile ressemblait vraiment il avait des airs de reptile, quoi. La forme de l'animal évoquait un poisson, mais on voyait vraiment son côté reptilien. Donc à l'époque, les scientifiques l'avaient baptisé ichthyosaure, Ichthyosaurus, reptile lézard-poisson, à cause de sa forme qui évoquait celle d'un poisson. Pour les fossiles de plésiosaures, le premier fossile de plésiosaure qui a été, on va dire officiellement découvert, date de 1718-1719. À l'époque, William Stukeley, qui avait décrit le fossile, pensait que c'était celui d'un crocodile ou même d'un marsouin. D'autres fossiles avaient été découverts en 1811, probablement par Mary Anning, mais on n'est pas sûr. Et en 1820-1821 aussi, d'autres fossiles avaient été découverts. Même là aussi, on n'est pas sûr que ce soit Mary Anning qui les a découverts. Il y a des controverses dessus. Et donc, étant donné que ces fossiles étaient différents de ceux d'Ichthyosaurus et qu'ils évoquaient plus facilement la forme des reptiles que l'on connaît tous, eh bien, en 1821, le nom générique, le nom de genre, Plesiosaurus, avait été inventé notamment par Sir Henry de la Bèche et William Conybeare, qui signifie proche du lézard. Voilà. C'est seulement en 1823 qu'un squelette quasi complet a été découvert à Limrégis, dans le Dorset, qui est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors c'est Mary Anning qui l'a découvert, c'est un spécimen qui fait environ 2,90 m de long, et c'est à partir de ce spécimen, en 1824, que Conybeare créa justement l'espèce Plesiosaurus dolichoderus. Le spécimen, il est observable au Muséum d'histoire naturelle de Londres et il a été référencé sous le nom de code NHM 22656, NHM comme Natural History Museum. Et bon, son ancien nom de ce spécimen était BMNHN 22656, BMNHN qui veut dire British Museum of Natural History, mais le Muséum d'histoire naturelle de Londres a été indépendant dans les années 1990. Il ne fait plus partie du British Museum, d'où le fait que le nom du spécimen a changé. Et ce spécimen que vous pouvez encore voir, c'est l'holotype. Il s'agit du spécimen à partir duquel l'espèce fut décrite pour la première fois, en 1824. Les années qui ont suivi, il y a eu beaucoup d'illustrations qui ont été faites pour s'imaginer ce à quoi devait ressembler ce reptile marin. Donc vous pouvez voir à droite une photo un combat entre un ichthyosaure et un plésiosaure dans une illustration pour le livre Voyage au centre de la Terre. L'illustrateur c'est Édouard Rioux, 1863. Et vous voyez aussi à droite deux plésiosaures, donc un au premier plan nageant avec le cou émergeant de l'eau, et un autre qui essaie de se mouvoir sur la terre ferme. Donc vous verrez par la suite l'image de ce qu'on avait de ces animaux. Maintenant, elle est totalement obsolète. Donc maintenant, pour en venir à la classification. Donc je vous avais parlé tout à l'heure des sauroptérygiens. Donc les plésiosaures font partie des sauroptérygiens. Cette classification, elle est une classification plutôt banale, trouvée sur Wikipédia. J'ai voulu la mettre pour vous mettre en évidence les différentes formes de familles d'animaux qu'on trouve parmi les plésiosaures. D'un côté, vous avez la superfamille des plésiosauroidés, qui réunit notamment les élasmosaures, Plesiosaurus, dont j'ai parlé justement il y a quelques minutes, et les cryptoclididés comme Cryptoclidus. D'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle les pliosaures, une famille de plésiosaures qui possédaient un cou relativement court, avec des longues mâchoires. Donc les Romaléosauridés et les Pliosauridés. Ce classement, maintenant, il est plus tout à fait exact parce que le cladogramme le plus récent donc, date de 2014 et provient de l'étude de Benson et Druckenmiller. Ce cladogramme ne présente plus dans l'arbre des plésiosauriens une dichotomie entre les plésiosauroidés et les pliosauroidés. Donc c'est on a finalement trois branches qui émergent du clade Plesiosauria. On a les Pliosauridés, les Romaléosauridés et on a les Pliosauroidés. On est en présence de ce qu'on appelle une polytomie. Ce cladogramme sera amené à bouger
dans les années à venir, si jamais de nouvelles découvertes de plésiosaures, notamment ayant vécu au Trias, voient le jour. Je vous ai parlé tout à l'heure des plésiosaures à long cou et des plésiosaures à cou court. Les plésiosaures à long cou sont appelés de manière informelle les plésiosaures vrais, entre guillemets, parce que quand on fait référence aux plésiosaures, le grand public pense directement à ces animaux au long cou et à petite tête. Donc, et même pour simplifier les choses durant cette conférence, les plésiosaures vrais, entre guillemets, sont les plésiosaures au long cou, et ceux qu'on appelle les pliosaures sont ceux qui ont des longues mâchoires avec un cou relativement court. Donc vous avez sur cette illustration en grand A, vous avez un plésiosaure à long cou, plésiosaure vrai, Cryptoclidus eurymerus. Donc Cryptoclidus, le nom de genre, eurymerus, c'est le nom d'espèce. Et en bas, vous avez Pelonestes philarcus. La dichotomie entre la morphologie des plésiosaures vrais et des pliosaures, elle a vraiment été visible entre le milieu et la fin du Jurassique. Parce qu'au départ, c'était assez flou. À partir du milieu et de la fin du Jurassique, on a une différence plutôt marquée entre les plésiosaures vrais et les pliosaures. Les plésiosaures vrais avaient la particularité de posséder des palettes natatoires nettement plus grandes que celles de l'arrière, alors qu'on trouve le contraire chez les pliosaures. Ils avaient des palettes natatoires arrière un peu plus imposantes que celles de l'avant. Vous remarquerez aussi que pour les espèces possédant un très long cou, les vertèbres cervicales sont plus longues que larges, alors que chez les pliosaures, les vertèbres cervicales sont plutôt plus courtes. Elles conservent une certaine largeur, mais elles sont plus courtes. Voilà. Après, il y a d'autres différences au niveau des vertèbres et au niveau du crâne, donc je ne m'attarderai pas sur ces différences. Maintenant, on va se focaliser sur l'anatomie de ces animaux. Donc, les plésiosaures, donc, comme vous le savez, ce sont des vertébrés tétrapodes parce qu'ils possèdent 4 membres. Ils sont divisés en 3 zones, la tête, le tronc et la queue, comme vous pouvez le voir ici sur ce squelette de Cryptoclidus. Au niveau de l'anatomie, donc c'était des animaux qui avaient comme nous un humérus, un radius, un ulna, une ceinture scapulaire, une ceinture pelvienne, avec sur la ceinture scapulaire des os comme le coracoïde, la scapula qui est l'omoplate, la clavicule et l'interclavicule, avec un fémur, un tibia, un fibula, les os du bassin que sont le pubis, l'ischion, l'ilion. Tout ceci est bien visible sur ce squelette de Meierasaurus qui est vu en position ventrale. Alors j'ai pris justement l'illustration de ce squelette parce qu'en fait Meierasaurus victor, donc l'espèce, fait partie d'un des squelettes les plus complets de plésiosaures et des mieux préservés. Voilà. Donc, il fait partie de la famille des Romaleosauridés et il a vécu au Jurassique inférieur dans ce qui est l'actuelle Allemagne, qui était à l'époque recouverte par les eaux. Alors donc, les palettes natatoires ont une organisation similaire au bras de nombreux tétrapodes. Vous voyez, il y a un humérus, un radius, un ulna, avec des os du poignet et une série de phalanges, aussi bien sur la palette natatoire avant que sur la palette natatoire arrière, que vous avez en bas avec le fémur, le tibia et la fibula. Et donc on remarque cette multiplicité du nombre de phalanges, et on appelle cela la polyphalangie, ce qui permettait d'avoir une grande surface pour aider ces animaux à se mouvoir dans l'eau. Et c'était des animaux qui pratiquaient un type de nage qu'on appelle le vol subaquatique. Ce type de nage est pratiqué encore aujourd'hui par les otaries, dans une certaine mesure les tortues de mer et les manchots. Sauf que les plésiosaures avaient 2 paires de palettes natatoires et non une comme les manchots actuels. Alors maintenant le crâne. Donc vous voyez ici à gauche le crâne d'un plésiosaure vrai, un plésiosaure à long cou et à petite tête, et à droite le crâne d'un pliosaure. Donc on remarque des différences significatives, comme le nombre de dents sur le maxillaire et le prémaxillaire, MX et PMX. On a la zone post-orbitale, elle est bien imposante par rapport à la zone préorbitale, alors que chez les plésiosaures à long cou, on a une zone post-orbitale et une zone préorbitale qui est de dimension assez voisine. Donc ce petit crâne de plésiosaure, c'est Mureinosaurus ici, qui est long d'environ 40 cm, alors que le crâne que vous avez à droite, il est environ 5 fois plus grand. Il provient d'un pliosaure qui est Pliosaurus kevani, une espèce de pliosaure. Alors maintenant, on va s'intéresser justement au long cou des plésiosaures vrais.
Donc, vous voyez un gros plan des vertèbres cervicales d'un pliosaure nommé Murenosaurus litsi. Vous remarquez les grandes épines neurales en forme de lame, on va dire le processus épineux qui domine la vertèbre, ce qu'on appelle l'épine neurale. Vous voyez que les vertèbres sont imbriquées les unes dans les autres. Vous voyez ici une rangée de petites bosses sur l'illustration de la figure C, une rangée de petites bosses qui fait les vertèbres s'imbriquer les unes dans les autres. Ces petites bosses-là, on les appelle des zygapophyses. Et justement, c'est à cause de ces grandes épines neurales et de ces zygapophyses qu'il était impossible aux plésiosaures à long cou de pouvoir relever leur cou en gardant leur corps à l'horizontale, comme vous avez pu le voir sur de nombreuses illustrations. Et ce genre d'illustration perdure encore un peu. Donc les plésiosaures à long cou ne pouvaient pas nager et lever le cou hors de l'eau à la manière des cygnes, à cause justement des zygapophyses et de la longueur de leurs épines neurales. Donc une position oblique ou verticale était nécessaire pour qu'ils puissent sortir la tête de l'eau. On le voit très bien sur les illustrations ci-dessous, avec Plesiosaurus et Elasmosaurus qui était connu pour son très long cou. Et on a justement une correction de cette position du cou pour le spécimen de plésiosaure exposé au parc Paléopolis, situé à Ghana dans l'Allier. Donc c'est une très bonne chose maintenant. Alors, donc les plésiosaures, donc ils évoluaient dans les mers et les océans pendant le Jurassique et le Crétacé, mais comme vous pouvez le constater, l'agencement des continents n'était pas les mêmes. Au Trias, on avait un supercontinent qu'on appelait la Pangée, et au cours du Jurassique, la Pangée commençait à se disloquer pour poursuivre sa progression durant le Crétacé. Et à la fin du Crétacé, on retrouve un arrangement des continents tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous remarquerez qu'au Crétacé supérieur, sur l'illustration en bas, il y a environ 80 millions d'années, il y a une mer qui divisait l'Amérique du Nord en deux. Cette mer, elle s'appelle la Voie maritime intérieure de l'Ouest. Elle s'est formée il y a environ 100 millions d'années pour se refermer à la toute fin du Crétacé et même encore au début du Paléogène, une période qui a suivi l'extinction qui a mis fin à tous les reptiles marins et aux célèbres dinosaures. Alors cette voie maritime intérieure de l'Ouest était une mer qui était peu profonde, elle faisait entre 800 et 900 mètres, donc c'est peu profond pour une mer, mais c'était une mer qui grouillait de vie. Il y avait une très large gamme d'animaux, des requins, des mosasaures plus tard à la fin du Crétacé, des plésiosaures, des tortues marines. C'était une mer qui grouillait de vie. Alors bon, maintenant on va s'intéresser à la France particulièrement. La France, comme vous pouvez le constater, elle était majoritairement sous les eaux. On a trouvé plusieurs fossiles de plésiosaures en France. La plupart datent du Jurassique, mais il y en a un qui est très intéressant, qui date du milieu du Crétacé. Vous avez certainement entendu parler du plésiosaure Vorax, qui a été découvert dans la région d'Anjou en 2013, et la découverte a été rendue publique en 2017. Donc c'est un plésiosaure qui date de 90 millions d'années. C'est une première parce qu'on avait l'habitude en France, comme je vous l'ai dit, de trouver des spécimens de plésiosaures qui remontent au Jurassique inférieur au Jurassique supérieur. Alors, donc comme l'illustration de droite, vous voyez, il y a un plésiosaure en haut, il y a un plésiosaure à long cou en bas. L'illustration de gauche, pardon. Pour l'illustration de droite, vous avez un plésiosaure à très long cou, un élasmosaure, alors qu'à droite, ce n'est pas un plésiosaure, c'est un mosasaure. J'y reviendrai plus tard. Alors, donc parmi les plésiosaures, donc on a des tailles diverses et variées. On a des petits comme des moyens ainsi que des très grands. Donc on pense notamment à Pliosaure Chronosaurus, Liopleurodon, qui ne fait pas 25 mètres comme c'était le cas dans le documentaire Sur la Terre des dinosaures de BBC, une taille beaucoup plus raisonnable. Vous voyez des élasmosaures, donc des plésiosaures à très long cou comme le célèbre Elasmosaurus, un autre du même genre, donc Hydropterosaurus. Vous voyez un plésiosaure de la famille des Cryptoclididés, Murenosaurus, donc le Plesiosaurus, dont j'ai parlé tout à l'heure avec Marianne, Romaleosaurus, qui avait un cou relativement long, avec une tête relativement longue aussi, Dolichorancops, qui n'est pas un plésiosaure, mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure, il est beaucoup plus proche des élasmosaures, contrairement aux apparences, et
tout en bas à droite, vous avez Atamborosaurus, qui ne fait pas partie de la famille des plésiosaures à long cou, malgré les apparences. C'est en fait un pliosaure basal. Maintenant, on va faire un tour de toutes les familles. Donc, on va s'intéresser à la super famille des plésiosauroidés. Donc, parmi les plésiosauroidés, on a différentes familles, comme par exemple celle des plésiosauridés, qui n'est pas une très grande famille, parce que, bon, déjà, elle contient l'espèce Plesiosaurus dolichoderus, donc qui a été décrite et nommée en 1824. C'est un plésiosaure qui vivait dans les mers du Jurassique inférieur il y a 180 millions d'années, les mers qui recouvraient l'actuelle Angleterre. Il avait une taille, on va dire, moyenne, avec 3,50 m, 4 mètres. Vous voyez sur l'illustration deux congénères en train d'essayer d'attraper des bélemnites. Parmi les plésiosauridés, donc il y a Plesiosaurus dolichoderus et il y a peut-être un autre plésiosaure du nom de Sileiosaurus, mais on n'est pas encore certain de son appartenance aux plésiosauridés. Donc à suivre. On a les cryptoclididés qui étaient des plésiosaures avec un corps bien trapu. Ils avaient une allure assez mastoc avec une tête ovale, des grandes orbites. Et vous pouvez voir un de ces spécimens au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, lorsque vous pourrez le visiter à nouveau. Donc l'espèce type, c'est Cryptoclidus eurymerus, l'espèce type, l'espèce à partir duquel le spécimen, à partir duquel le genre a été décrit. C'est un plésiosaure qui vivait durant le Jurassique moyen à supérieur. On en a trouvé dans différents endroits, en Angleterre, en France, en Argentine, à Cuba. C'était peut-être des plésiosaures filtreurs, on va en juger par leurs longues dents, qui pouvaient justement les aider à filtrer l'eau et à attraper des petits poissons, des crevettes et d'autres petits animaux. Alors le spécimen que vous pouvez voir en galerie de paléontologie du Muséum de Paris, c'est un squelette composite parce qu'il a été reconstitué à partir de plusieurs individus. Et le nom spécifique, Eurymerus, vient du fait, pour cette espèce de plésiosaure, il y a eu une confusion. On pensait que les palettes natatoires antérieures étaient celles de la région postérieure, alors qu'en fait non. Voilà, donc Eurymerus, ça veut dire grand fémur. Mais en fait, c'était pas un fémur, il s'agissait d'un numérus. Donc c'était des plésiosaures aussi de taille moyenne, 3 à 4 mètres de long, taille voisine à celle de Plésiosaurus qui a vécu antérieurement. Alors maintenant, vous avez l'animal dont j'ai vaguement parlé tout à l'heure, donc qui n'est pas un pliosaure malgré les apparences. Donc il fait partie de la famille des Polycotylidés et le genre type, donc Polycotylus, donc avec l'espèce associée, donc Latypinis. Polycotylus latypinis, c'était un plésiosaure de 4 à 5 mètres de long qui a vécu à la fin du Crétacé supérieur, il y a environ 78 millions d'années, dans ce qui était jadis la mer qui divisait l'Amérique du Nord en deux parties, la voie maritime intérieure de l'Ouest. Et ce qui a été le plus surprenant pour cette espèce, c'est qu'un spécimen a été découvert en 1987. Ce spécimen renfermait un fœtus. À en juger par l'étude qui a été suivie, donc le fœtus représente environ 32% de la longueur de la mer. Il était environ aux 2/3 de son développement, donc ce qui a amené les scientifiques à se dire qu'une fois qu'il aurait vu le jour, il aurait atteint environ 35% de la longueur de la mer, même si ce pourcentage a été extrapolé à 40%. Alors, il est à noter que concernant les polycotylidés, dans les années 90, Martin et Rothschild, deux paléontologues, avaient déjà noté la présence de ce qui pouvait être des fœtus dans des fossiles d'autres polycotylidés. Donc c'est pas le genre Polycotylus dont il est question, c'est Dolichorhynchops. Mais à l'époque, voilà, on n'était pas encore certain, on ne pouvait pas vraiment confirmer si c'était une preuve de la viviparité. Donc, il y a un moment, on imaginait que ces animaux se hissaient sur les plages pour pondre des œufs à la manière des tortues actuelles, mais avec les connaissances anatomiques, nous ont montré que c'était impossible. Ces animaux ne pouvaient pas se mouvoir sur la terre ferme à cause de la configuration de leur ceinture scapulaire et pelvienne. Ces ceintures n'étaient pas fortement rattachées à la colonne vertébrale, ce qui entraînait le fait que le poids de l'animal ne pouvait pas être supporté correctement sur la terre ferme. C'était des animaux exclusivement marins. Et donc pondre des œufs en mer, ça s'est jamais vu, hein. Donc ils donnaient naissance directement à des petits vivants. D'où l'appellation viviparité. Voilà, donc j'ai parlé de Dolichorhynchops, donc voilà, il était un peu plus petit que Polycotylus, il mesurait entre 2,50 m et 3 mètres de long.
Vous voyez ici une illustration du paléo-artiste français Alain Beneteau, dans laquelle on voit en premier plan Dolichorhynchops fuir l'attaque d'un grand requin, Cretoxyrina, un cousin très lointain de l'actuel grand requin blanc. Voilà, donc la scène se déroule dans la voie maritime intérieure de l'Ouest, il y a environ 86 à 75 millions d'années. Alors, une autre famille de plésiosaures qui est étroitement rattachée aux polycotylidés, ce sont les leptoclididés. Donc, à première vue, ces plésiosaures ressemblent un peu à Cryptoclidus et aux autres membres de sa famille, sauf que ils étaient déjà un peu plus petits et ils avaient une tête plutôt triangulaire et non ovale, qui était aussi surmontée de 3 crêtes, donc 2 au-dessus de l'orbite et une au milieu du museau. Parmi les leptoclididés, il y en a un qui est très célèbre, c'est Humonasaurus democilus, qui vivait à la fin du Crétacé inférieur d'Australie, il y a environ 115 millions d'années. Et un spécimen avait été découvert opalisé. Donc le minéral, le précieux, l'opale, s'était incrusté dans le fossile au cours du processus de fossilisation. Ce spécimen qui a été surnommé Eric constitue le fossile le plus complet de vertébrés opalisés connu à ce jour. Alors maintenant, comment parler des plésiosaures au long cou sans aborder la famille des élasmosauridés? Donc, ce sont des plésiosaures qui avaient un cou démesurément long. Ils avaient un nombre de vertèbres pouvant aller de 40 à 76 vertèbres cervicales. Le genre qui contient le plus de vertèbres cervicales, c'est Albertonectes. Il en avait jusqu'à 76, donc ce qui lui faisait avoir un cou qui occupait 60% de sa longueur totale. L'élasmosaure que vous voyez ici, c'est Thalassomédon, avec une magnifique illustration de Vlad Konstantinov et un très beau squelette au-dessus. C'était un élasmosaure qui pouvait atteindre une taille d'une dizaine de mètres, 11 à 12 mètres de long, et vivait dans la mer qui divisait l'Amérique du Nord en deux, la voie maritime intérieure de l'Ouest. Thalassomédon, ça veut dire seigneur des mers. Alors maintenant, il y a le genre type qui a donné son nom à la famille, donc Elasmosaurus, donc l'espèce Platyrius, Elasmosaurus platyrius, qui était d'une taille assez similaire à Thalassomédon, une dizaine de mètres, il pouvait même aller jusqu'à 13 mètres de long, il a vécu environ à la même période, Crétacé supérieur, 80-72 millions d'années. Alors maintenant, on va passer à la famille des Pliosauridés, et particulièrement à la sous-famille des Thalassophonés, qui comprend les très gros pliosaures avec des mâchoires gigantesques. Donc, j'avais abordé le cas antérieurement de Liopleurodon. Donc Liopleurodon, c'est le célèbre pliosaure que vous avez tous pu voir dans le documentaire du début des années 2000 sur la Terre des dinosaures de la BBC. Donc on présentait ce pliosaure avec une taille pouvant atteindre 25 mètres, alors que c'est totalement faux. Liopleurodon pouvait avoir une taille maximale à 7 mètres. 7 mètres de long, c'était le super prédateur marin de son temps. Il pouvait manger tout ce qui se trouvait à portée de ses mâchoires. Donc, comme vous voyez ici, il est en train de poursuivre un malheureux Cryptoclidus qui tente en vain de s'échapper en se réfugiant dans les hauts fonds. Alors maintenant, il y a aussi le genre Pliosaurus. Donc c'était un pliosaure de taille plus imposante que Liopleurodon. Ce genre contient plusieurs espèces, et notamment Pliosaurus funki, qui a été célèbre au début des années 2000, donc en 2009 et 2012. Il y a même eu un documentaire qui lui a été fait. Ce pliosaure avait le surnom de Predator X à l'époque, il n'avait pas encore reçu de nom scientifique. Il a été découvert au Spitzberg, il vivait à la fin du Jurassique supérieur. Jusqu'à maintenant, c'est la plus grande espèce de pliosaure connue. Vous pouvez aussi admirer au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris une très belle mâchoire inférieure, une mandibule de Pliosaurus. On n'est pas sûr à quelle espèce il appartenait, par contre. Il y a aussi une autre espèce de pliosaure, donc Pliosaurus kebani, qui a été décrite en 2003 et découverte en 2003 et décrite en 2013. Donc vous voyez le lieu de sa découverte. Avec à côté, vous avez des fossiles d'ammonite, donc ça rend la datation encore plus précise. Voilà, donc c'est un crâne qui devait faire environ 2 mètres de long. Vous avez l'échelle sur la carte qui vous montre que la grande barre noire correspond à 50 cm.
Vous pouvez admirer aussi une très belle maquette de pliosaure au muséum de Bristol. Donc, il a été surnommé Doris. C'est une autre espèce de pliosaure, Pliosaurus carpenteri. Et vous voyez ici les dimensions des différentes espèces de pliosaures. Donc, comme je l'ai dit, c'est Pliosaurus funky qui est jusqu'à maintenant la plus imposante, le fameux Predator X. Mais le titre de pliosaure le plus imposant revient à Chronosaurus queenslandicus, qui a vécu au Crétacé inférieur dans les mers qui recouvraient l'actuelle Australie. Donc, ce super prédateur de son époque aussi. Il mangeait tout ce qui passait à proximité de ses mâchoires, des plésiosaures, des poissons, des requins, tout. Sa longueur maximale est estimée à 11,80 m. Il a une longueur moyenne de 9 à 10 mètres de long, mais il a la longueur maximale estimée approche les 12 mètres. Maintenant, il y a l'autre famille, donc la famille des Romaleosauridés. On peut les appeler des pliosaures aussi, mais eux, ils étaient dominants surtout au Jurassique inférieur, parce qu'après, ils ont disparu, probablement supplantés par les grands pliosaures. Ils avaient un cou un peu plus long que les autres pliosaures, une tête assez large, surtout à sa base. En jugé par leurs mâchoires et leurs dents, ils étaient plus aptes à se nourrir de poissons que de proies imposantes. Ils pouvaient se nourrir de reptiles marins, mais de reptiles marins juvéniles. N'étaient vraisemblablement pas des prédateurs adaptés à la chasse aux grosses proies. Vous pouvez admirer un moulage du squelette de Romaleosaurus cramptoni, qui est l'espèce type. Alors par contre, vous admirez ce moulage dans la galerie des reptiles marins du Muséum d'Histoire naturelle de Londres, mais malgré le fait que vous voyez un poster de Mary Anning à côté du squelette, elle n'a rien à voir avec la découverte de ce spécimen, parce que ce spécimen a été découvert 1 an après sa mort, donc en 1848. Mary Anning s'est éteinte en 1847. Alors encore un récapitulatif de la phylogénie des plésiosaures. Donc on a donc plusieurs familles qui sont apparues et d'autres qui ont disparu. Les Romaleosauridés, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, s'éteignirent au milieu du Jurassique. Ils furent donc ce sont les Pliosauridés qui leur ont succédé, les pliosaures. Les pliosaures ont vécu durant tout le Jurassique pour s'éteindre au milieu du Crétacé, il y a environ 89 millions d'années. Concernant les plésiosaures à long cou, les plésiosauroïdés, donc d'abord vous voyez Plesiosaurus avec des genres qui lui sont étroitement apparentés, qui vivaient au Jurassique inférieur. S'en est suivi ensuite les Cryptoclididés, qui s'éteignirent au milieu du Jurassique. Et pour laisser la place justement aux élasmosaures qui commençaient à émerger, tout comme les leptoclididés. Les leptoclididés finiront par s'éteindre au milieu du Crétacé, tandis que les polycotylidés et les élasmosauridés sont les deux seules familles de plésiosaures qui perdureront jusqu'à la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, lors de l'extinction qui mit fin à tous les reptiles marins, plésiosaures inclus. Voilà, donc en vert, vous voyez justement les familles qui subsistent jusqu'à la fin du Crétacé, et en rouge, les familles qui disparaissent au plus tard au milieu du Crétacé. Cladogramme qui sera amené à changer, mais il a été fait avec les connaissances, les nouvelles études qui avaient paru en 2014. Voilà. Alors donc pour revenir sur les pléosauridés, durant leur évolution, les pléosauridés ont vu la taille de leur crâne s'agrandir. Donc on avait d'abord des pléosauridés basaux, comme Thalassiodracon et Atamborosaurus, qui avaient un cou plutôt long, mais ils avaient une tête proportionnellement plus grande que celle de Pliosaurus par exemple. Ensuite, au Jurassique inférieur, donc la tête commençait à s'agrandir, et on a eu au milieu et à la fin du Jurassique des spécimens, des espèces avec des têtes de plus en plus grandes, comme Liopleurodon, Pliosaurus et Chronosaurus au Crétacé inférieur. Les derniers Pliosauridés s'éteignirent il y a environ 89 millions d'années, et un des derniers Pliosauridés est Megacephalosaurus, et aussi Brachochenus. Dès la fin du Jurassique, donc de la fin du Jurassique au Crétacé inférieur, on ne remarque plus une forte augmentation de la taille du crâne. Juste avant leur disparition, le crâne commençait à diminuer chez les pliosaures. Donc on n'a plus de pliosaures après le début du Crétacé inférieur, donc dès 89 millions d'années, on ne trouve plus de pliosaures. On ne sait pas vraiment la cause de leur disparition. Elle coïncide avec une forte explosion évolutive
qui a justement abouti à la diversification de plusieurs grands prédateurs, comme les grands requins, et un nouveau groupe de reptiles marins qui dominera par la suite les mers, qui sont les mosasaures, et qui atteindront eux aussi des tailles gigantesques. Et donc tout ceci prend fin, la grande épopée des reptiles marins prendra fin il y a 66 millions d'années lors de la 5e extinction massive, la crise crétacé-tertiaire, connue aussi comme la crise crétacé-paléogène, qui fit disparaître 76% des espèces. Donc tous les reptiles marins et les dinosaures, non aviens bien sûr, parce que les oiseaux existent toujours. Alors, donc maintenant, je ne vais plus parler science, mais je vais plutôt parler pseudoscience, parce que je vais aborder un sujet cryptozoologique. Donc la cryptozoologie, on va dire, c'est la discipline qui étudie l'existence d'animaux ayant laissé une trace dans l'esprit humain. Donc cette étude, malheureusement, elle n'est pas basée sur des méthodes scientifiques, mais elle est basée sur des témoignages. Et les témoignages ne constituent pas une preuve scientifique fiable. Donc c'est pour ça que la cryptozoologie est qualifiée de pseudoscience. Et en cryptozoologie, les animaux qui sont étudiés sont souvent de bonne taille, parce que bon, c'est évidemment les animaux de bonne taille qui laissent une trace dans l'esprit humain. Voilà, alors donc autour des plésiosaures, donc il y a eu à un moment de nombreuses interrogations comme quoi il y aurait peut-être des plésiosaures de nos jours. Mais les plésiosaures ont formellement tous disparu il y a 66 millions d'années. Donc il n'y a pas de plésiosaures de nos jours, mais je vais quand même vous éclairer là-dessus. Alors, vous avez tous entendu parler des légendes de monstres lacustres dans les années 30 et les années 70, mais il s'est avéré qu'en avril 1977, donc un chalutier japonais a récupéré une carcasse d'un mystérieux animal au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Alors son allure était similaire, quelque peu similaire plutôt à celle d'un plésiosaure. Donc la carcasse a été prise en photo, mais elle a été obligée d'être rejetée à la mer en raison de l'odeur épouvantable. Et donc à l'époque, les scientifiques n'avaient pas encore vraiment bien étudié la question. Ils en ont déduit qu'il ne s'agissait ni d'un poisson ni d'un mammifère. Ils avaient suggéré que c'était un reptile et que des plésiosaures pourraient encore rôder dans le Pacifique. Mais après une étude plus poussée, il s'est avéré que la carcasse était en fait le corps en décomposition d'un requin pèlerin. Et avec une étude qui a apparu en juillet 77, on voit très bien les étapes de décomposition du corps d'un requin pèlerin qui peut justement amener à un état de décomposition qui rappelle l'allure d'un plésiosaure. Voilà, donc raté sur ce coup. Alors maintenant, donc, je vous ai parlé des monstres, des légendes de monstres lacustres. Donc vous pensez tous au Loch Ness. Mais bien avant le Loch Ness, il y a eu déjà des cas d'apparition de créatures non identifiées à travers le monde, notamment au Québec. Donc, c'est le lac Champlain, qui se trouve entre les États du Québec et du Vermont. Ce lac, donc, il porte le nom de Samuel des Champlain, qui est son découvreur. Et donc ce lac a une profondeur de 122 mètres pour une longueur de 201 km et une largeur comprise entre 800 mètres et 23 km. Voilà. Petit accent québécois. Et ce lac a été célèbre justement pour soi-disant abriter une créature à l'allure reptilienne. Cette créature a été surnommée Champ, donc Champ le diminutif de Champlain, ou Champ ou Champy même. Et la photo que vous voyez ici, elle a été prise en 5 juillet 77 au Vermont par une dame nommée Sandra Mancy et qui, en cette journée du 5 juillet, était en train de regarder ses enfants jouer au bord du lac quand une perturbation à la surface a attiré son attention. Et là, elle dit avoir vu un animal... une bosse avec un long cou, un animal à long cou émerger de l'eau lentement, qui ne semblait pas être dérangé par l'agitation qu'il y avait autour, parce que là, elle était inquiète, les enfants criaient et tout. Et voilà, l'animal même semblait être sourd, il bougeait la tête. Et ensuite, un bateau commençait à arriver, donc l'animal a lentement replongé sous l'eau. Voilà, ça, ce sont ses dires. Et la photo qu'elle a prise a été vérifiée, elle n'a pas été truquée.
Donc on est en présence d'une créature non identifiée, inconnue. On ne sait pas si c'est un gros poisson, si c'est un cygne noir ou si c'est une souche d'arbre qui est remontée, qui était chargée en gaz et qui est remontée à la surface. Il y a plusieurs explications qui peuvent être apportées. Alors maintenant, forcément, maintenant on va s'intéresser au cas du Loch Ness. Donc le Loch Ness, c'est un lac que vous connaissez tous, avec la légende qu'il y a autour, notamment de sa créature qui est censée hanter ses eaux, surnommée Nessie. C'est un très beau lac parce que le panorama est très joli. Vous voyez les ruines du château d'Urquhart sur la rive nord. Et la légende du Loch Ness commence vraiment à se répandre dans les années 1930 et particulièrement durant l'année 1933, qui coïncide étrangement avec la sortie du film King Kong. Donc en mai 1933, un couple d'hôteliers rapportait avoir vu en voiture une grande créature s'ébattant dans l'eau à l'allure de baleine. Donc, ce n'est qu'un témoignage, il n'y a aucune photo, aucune vidéo, c'est un témoignage parmi d'autres, mais c'est le premier témoignage qui a été rapporté et qui donna justement naissance à cette légende et qui donna par la suite un engouement du public pour toute cette légende. En juillet de la même année 1933, un autre couple, les Spicer, affirmait avoir vu l'animal sur la terre ferme. Voilà, donc on trouve des témoignages assez surprenants. C'est durant les années 70 que, avec les nouvelles technologies et notamment l'avènement du sonar, c'est là qu'on aura plus d'enregistrements et de photos qui pourraient apporter quelques réponses. Donc le lac du Loch Ness, c'est un lac qui a une longueur environ de 36 km, une largeur moyenne d'1,5 km, une profondeur maximale d'environ 227 mètres, bien qu'une profondeur de 270 mètres avait été évoquée en 2016, mais en fait c'était dû à un défaut sur le sonar. Le lac est très profond, c'est un lac très profond, plus profond que la mer du Nord. Alors il est situé à 16 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc les gens qui disent qu'il y a des tunnels sous-marins qui pourraient aider à la venue d'une telle ou telle créature, c'est faux, parce que étant donné que le lac est à 16 mètres au-dessus du niveau de la mer, si ce genre de tunnel existerait, le lac se viderait. Et ces parois lisses sont composées de roches très très dures, il n'y a aucune grotte, aucun tunnel dans ce lac qui a été sondé plusieurs fois grâce aux nouvelles technologies et notamment le sonar dont j'ai parlé. Et donc en parlant de sonar, eh bien, un scientifique du nom de Robert Rines, lui-même dit avoir été témoin de la créature en juin 72. Il affirma avoir vu une grande bosse émergeant de l'eau avec une peau semblable à un éléphant, un mix entre un éléphant et une baleine au niveau de la texture de la peau. Et donc, suite à cette journée qui l'a marqué, il avait l'habitude de faire des expéditions sur le Loch Ness pratiquement tous les ans. Et c'était un inventeur qui avait eu plus de 80 brevets à son actif dans la technologie sonar. Et il avait pris plusieurs photos. Il était équipé d'un sonar et d'un appareil à photo stroboscopique. Et chaque fois que quelque chose était détecté sur le sonar, l'appareil photo émettait un flash et une photo était prise. Alors dans le lac, qui est au passage très chargé en tourbe et donc la visibilité s'en trouve extrêmement réduite. Sur plusieurs de ces photos, il y avait que de la tourbe en suspension et le 7 août 1972, il a pris une photo sur celle que vous voyez à gauche. C'est une photo, on voit rien sur cette photo en fait, on ne voit rien, mais lui était en juin 72, il était persuadé d'avoir vu une sorte de plésiosaure que, avec la NASA, il a participé à la retouche de cette photo et ça a donné justement la photo que vous avez à droite qui évoque étrangement la nageoire d'un plésiosaure. Voilà. Et avec Sir Peter Scott, eh bien, Sir Peter Scott et Robert Rines ont attribué à cette prétendue créature un nom scientifique, donc un nom de genre et un nom d'espèce. Donc Nessiteras rhombopteryx, qui veut dire la créature du Ness à nageoire en forme de losange. Mais un journal avait réussi à déterminer que ce nom scientifique était en fait était étrangement l'anagramme de Monster Hoax by Sir Peter S. Canular du monstre par Sir Peter S. Voilà. Donc ça enlève beaucoup de crédibilité. Les cas d'apparition de monstres lacustres peuvent s'expliquer de différentes façons.
Donc vous voyez ici une autre photo prise par Robert Rines. On voit une créature, une supposée créature à long cou. On ne voit pas vraiment de continuité entre le cou et ce qui semble être la tête. On voit une espèce de corps massif avec des drôles de membres. Il y a différentes photos. Il y a une photo où on ne voit rien. Il y a une photo où il y a eu quelque chose qui est passé devant le champ de vision. Et sur l'autre photo, on ne voit rien. Donc quelque chose a dérivé dans le champ de vision, s'est laissé prendre en photo et a disparu dans les prochaines secondes qui avaient suivi. Donc le 20 juin 1975, Robert Rines avait pris cette photo. Il ne constitue pas non plus une preuve de l'existence d'une quelconque créature. Voilà, donc le scepticisme doit être de mise. Parce qu'on a beaucoup de témoignages, certes, on a des photos qui ne sont pas vraiment de gages de qualité, on a des relevés solaires inexpliqués, mais ces relevés solaires inexpliqués ne doivent pas nous faire dire qu'il s'agit forcément d'animaux disparus qui survivraient de nos jours, qui essaieraient de se cacher au XXIe siècle. Les explications peuvent être diverses, hein, donc des vagues dues à la forme, à la configuration de ce lac, avec les jeux d'ombre et les différentes vagues et les différentes ondes, bah, ça peut évoquer un animal nageant sous la surface. On peut avoir des cas de troncs d'arbres chargés en gaz qui remontent à la surface, pour ensuite se remplir d'eau et couler à nouveau. On a aussi une troupe d'oiseaux de loin peut être très facilement pris pour une créature à l'allure serpentine. On a d'autres animaux plus ordinaires comme par exemple les phoques. Il y a eu des cas de phoques dans le Loch Ness. On a des esturgeons aussi. Donc, on a aussi des esturgeons. L'esturgeon qui peut rentrer dans le Loch Ness par la rivière Ness, parce que le Loch Ness n'est pas un lac vraiment isolé, hein. On a aussi des espèces d'ondes de vagues sous-marines qui peuvent entraîner le charriage de plusieurs objets qui semblent justement dériver à contre-courant. On peut avoir des mirages aussi. Enfin, il y a différentes explications rationnelles disponibles. Voilà. Donc, on n'a pas de preuve, on n'a aucune preuve scientifique, on n'a aucun tissu, on n'a aucun os qui a été rapporté pour une éventuelle analyse. Donc pour le moment, bah, ces monstres-là existent au fin fond de nos esprits. Ces monstres-là font partie de l'aspect sombre de la psychologie humaine, on va dire. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Donc pensez à vous couvrir, hein, comme ce petit plésiosaure, avoir un petit bonnet, une écharpe et aussi le masque en cette période. Donc pour aller plus loin, bah, je vous conseille d'aller sur le site https://plésiosauria.com. C'est un très bon site où on trouve pas mal de renseignements à jour sur les plésiosaures. C'est un site très très complet. Vous pouvez aussi adhérer au groupe des dinosaures jusqu'au temps moderne. Je suis l'un des modérateurs. Et je publie le meilleur. Merci. Et je publie aussi pas mal sur les reptiles marins et notamment les plésiosaures. Donc vous trouverez mes publications dans la rubrique paléo aquatique. Si vous avez aussi des questions, bah, je reste à votre disposition. Vous avez mon Facebook et mon Twitter. Et je me suis permis à la fin aussi de vous présenter une bibliographie de différents articles qui m'ont été très utiles pour faire cette conférence. Sur ce, je vous remercie et j'espère vous revoir bientôt si la crise finit par se résorber. À la prochaine.